La bourse aux États-Unis est fortement remontée depuis quelques semaines et certaines actions individuelles explosent littéralement. La Banque centrale américaine a encore remonté ses taux directeurs et les publications et les commentaires qu'on a eus lors des résultats de très grosses entreprises de la tech aux États-Unis comme Google, Amazon ou encore Apple sont clairement mitigés. Du coup, est-ce que je continue à acheter le marché et des actions malgré la reprise de ces dernières semaines ou alors est-ce que le pire est encore devant nous et est-ce que j'ai arrêté d'acheter? Donc voilà pas mal de questions que je souhaite traiter avec vous dans cette vidéo. C'est d'ailleurs des sujets qu'on a déjà abordés notamment en DM avec certains d'entre vous sur Instagram. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre sur cette plateforme si vous avez aussi un compte et si vous utilisez cette plateforme, j'y fais du contenu différent. Et aussi, je voulais vous dire que je pense que cette vidéo va être assez longue et intense. Donc évidemment, je vous invite à la regarder entièrement. Mais si vous voulez aller qu'à certains points ou certaines parties de la vidéo, par exemple ce que je fais moi en ce moment dans les marchés, ou par exemple ce qu'a dit la Fed, etc., et vous avez le sommaire et les chapitres en description, comme ça on peut chacun aller regarder les parties qui nous intéressent. Donc tout d'abord, si on prend le S&P 500, on voit que depuis le plus haut, il y a plus d'un an, en janvier 2022, le marché avait baissé au plus bas à moins 25,5%, et ensuite on remarque quand même qu'il s'est repris de plus de 15% depuis quelques mois, et si on regarde aujourd'hui, on n'est plus qu'à moins 14% par rapport aux anciens plus hauts. Si on va voir le Nasdaq, c'est un petit peu la même chose, mais en plus volatile. On voit que depuis l'ancien point plus haut, donc on avait fait il y a un peu plus d'un an, on avait fait un moins 35, presque moins 36% au pire moment. Et aujourd'hui, on a repris presque 18% en seulement quelques mois. Et d'ailleurs, si vous prenez la dernière hausse là en seulement 30 jours, on voit qu'on a repris entre 17 et 18%, mais on est toujours à moins 24,5% depuis les anciens points plus hauts il y a plus d'un an. Et si vous allez voir des actions individuelles comme par exemple les GAFA qu'on va aller voir, les mouvements sont encore plus impressionnants. Vous prenez Google, on avait baissé de plus de 44% et on a repris en seulement un mois plus de 25%. De la même façon, si vous prenez Apple, on avait baissé de plus de 30% et regardez, depuis début janvier, on a repris presque 24%. Si on va sur Facebook, c'est encore plus impressionnant. Si on prend l'action depuis le point le plus bas, mi-novembre, on a fait plus de x2 sur l'entreprise avec une augmentation de 109%. Et c'est une entreprise qui avait corrigé de plus de 75% depuis ses points les plus hauts. Si on continue sur les GAFAM, on a ensuite Amazon qui avait corrigé de plus de 56% depuis le point haut et qui a repris en seulement un mois presque 27%. Et enfin, la petite dernière, Microsoft. Et on voit que l'entreprise, donc depuis les points bas qu'elle avait fait mi-novembre, a repris plus de 20%. Et si on prend mon portefeuille d'actions individuel, qui, comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, est quand même vraiment axé croissance, technologie, sachant que j'ai ensuite mes ETF qui me permettent de m'exposer à tous les autres secteurs du marché sur lesquels j'investis pas forcément en direct. Donc si on prend ce portefeuille d'actions individuel, j'ai fait plus 24% depuis le 1er janvier. Et évidemment, c'est des mouvements auxquels on n'est pas forcément habitué. La volatilité, comme je vous le disais, elle est vraiment élevée. Et moi, je ne me fais pas non plus des idées incroyables à me dire que ça y est, tout va repartir. D'ailleurs, on en parlera en fin de vidéo. Je reste quand même assez prudent. Donc maintenant, je vous propose de parler de la Banque centrale américaine, de ce qui a été décidé. Donc tout d'abord, la Fed va relever ses taux de 0,25 points et ils ont bien précisé qu'ils ne pensaient pas en rester là et qu'ils allaient devoir confirmer que l'inflation va bien continuer à baisser. Donc actuellement, on a une cible actuelle entre 4,5 et 4,75%. Et donc si vous allez ici sur ce site internet, vous voyez que c'est bien résumé, qu'on a bien la cible entre 4,5 et 4,75%. Ensuite, sur les commentaires qui ont été faits durant la réunion, alors tout d'abord, ils disent que les données sur l'inflation qui ont été relevées sur ces derniers mois, on a clairement une réduction du rythme de l'augmentation sur certaines catégories et d'ailleurs on a même des baisses au niveau des prix sur certaines autres catégories. Et ça, du coup, c'est clairement encourageant, mais ils vont avoir besoin d'encore plus de preuves pour être certain qu'on est vraiment sur une trajectoire qui se confirme à la baisse sur l'inflation, donc qu'on ait les prix qui arrêtent d'augmenter autant. Et comme ils le disent, voilà, ils disent clairement que le processus désinflationniste est en train de commencer. Après, voilà, c'est leur avis, c'est ce qu'ils disent, donc c'est ce qui a été dit durant la réunion, mais globalement, c'est extrêmement encourageant et les marchés ont très bien réagi à ce discours qui a eu lieu, puisque tout simplement la Fed est en train en gros de dire qu'ils sont en train de réussir à combattre l'inflation et que donc ils le sous-entendent que forcément les taux à un moment ils vont arrêter de les augmenter. Ils ne peuvent pas le dire puisqu'il faut qu'ils restent fermes sur leurs décisions et qu'ils montrent qu'ils sont là combatifs, mais clairement le marché a extrêmement bien réagi à ces informations. En parlant de taux directeur, il y a quelques autres graphiques que je voudrais vous montrer qui sont pour moi assez importants. Donc tout d'abord vous avez le 5 years break-even inflation rate et en fait ce sont les prévisions du marché à savoir où sera l'inflation dans 5 ans et on voit que les marchés pensent que l'inflation dans 5 ans sera à
2,29%, 2,26%, donc juste au-dessus des 2%. Et donc ça confirme que les marchés pensent que la Banque centrale américaine est en train de faire un bon travail et qu'effectivement l'inflation va revenir à l'objectif standard qui est entre 2 et 3% pour la Banque centrale américaine. Les autres graphiques que je voulais vous montrer, ce sont les rendements sur les obligations aux États-Unis. Donc là, on a les obligations à 2 ans qui payent presque 4,3%. Ensuite, on a le 5 ans qui paye 3,6% et le 10 ans qui paye 3,5%. Et là, vous devez peut-être vous dire, mais il y a un truc de bizarre, pourquoi le 2 ans paye plus que le 5 ans et que le 10 ans? Et vous avez tout à fait raison, c'est pas normal. Normalement, plus l'obligation est sur du court terme, du 2 ans, et plus le rendement devrait être bas, puisqu'on prend moins de risques, on bloque son argent pour moins longtemps. Et ça, c'est un graphique que je vous ai déjà montré. C'est la courbe, en fait, entre le 10 ans moins le 2 ans qui s'est inversée. Et elle s'est inversée, comme on le voit, depuis à peu près 6 mois. Et historiquement, ça, c'est vraiment quelque chose qui prédit une récession, puisque ce n'est pas quelque chose de normal. Et d'ailleurs, sur le long terme, on voit que si on prend sur une très longue période, effectivement, on est globalement toujours avec le 10 ans qui a un rendement plus élevé que le 2 ans. Et à chaque fois, si vous prenez ici, eh ben, on a eu une inversion au niveau de 2001, c'est l'explosion de la bulle Internet. Et on a eu aussi une autre récession, là, en fait, ce qui est grisé ici, là, c'est les phases de récession, qui a eu lieu après l'inversion qu'on a eue ici, si vous regardez, au niveau de 2007, au début de la crise des subprimes. Donc évidemment, ce n'est pas un indicateur parfait, cependant, ça montre quand même qu'on a quelque chose d'anormal en ce moment sur les obligations, et sur le long terme, ça devrait revenir à la normale. Donc voilà pour le discours de la Fed, pour l'inflation et pour les obligations, c'était les points dont je voulais vous parler. Et maintenant, on va parler du marché de l'emploi aux États-Unis parce qu'il y a les chiffres qui sont sortis aussi du saving rate. Et ensuite, on a tout ce qui est les dettes à la consommation via les cartes de crédit aux États-Unis. Donc tout d'abord, le marché de l'emploi aux États-Unis, les chiffres sont sortis et clairement, on est encore en train de créer des emplois. Alors ça, c'est vraiment un double tranchant et pour la Fed, c'est un problème. C'est-à-dire que ils sont en train de durcir les conditions économiques et donc en théorie, les entreprises devraient licencier. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui licencient. Cependant, on voit que le marché du travail est toujours très actif, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler. Et ça, pour moi, ça s'explique aussi tout simplement, c'est ce qu'on va aller regarder ici, c'est au niveau des saving rates et au niveau de la dette. En fait, les personnes ont eu vraiment beaucoup d'argent si vous regardez pendant le Covid. Vous voyez ici, en fait, le personal saving rate, c'est l'argent disponible une fois qu'on a payé tout ce qui est au quotidien, la vie, etc., pour pouvoir, par exemple, investir cet argent. La définition est juste en dessous, vous pouvez aller la lire. Et donc, en fait, si on regarde, on voit qu'on avait vraiment beaucoup d'argent disponible au niveau des ménages aux États-Unis entre 2020 et 2021. Et si vous regardez aujourd'hui, on est redescendu sur autour de 2 à 3% d'argent qui reste une fois qu'on a consommé ce qu'il nous faut pour vivre au quotidien. Et donc ça ne m'étonne pas et c'est pour moi aussi corrélé avec le marché de l'emploi qui se porte bien. On sait qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter, on a manque de personnel à peu près, enfin en tout cas dans beaucoup de secteurs d'activité et donc les personnes clairement sont en train de retourner au travail. Et l'autre point qui me le fait dire aussi, ce sont en fait le niveau de dette sur les cartes de crédit aux États-Unis. Et si vous regardez, on est en train de se rapprocher à nouveau du trilliard. Et si vous prenez il y a seulement quelques trimestres, on est clairement beaucoup plus bas à 0,77. Donc on a fait un plus 20% assez rapidement, ce qui encore une fois montre aussi que les personnes sont en train de réutiliser du crédit. Tout simplement, là c'est des dépenses avec des cartes de crédit pour acheter peut-être de l'alimentation, des biens de première nécessité, ça peut être aussi évidemment des téléphones, je ne sais pas, mais globalement ça montre quand même que la dette est en train de remonter au niveau des personnes, des individus, et donc ça me confirme aussi que les personnes en effet ont moins d'argent qu'il y a encore un an ou deux, et clairement, eh bien, ils vont forcément reprendre le travail. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, il y a plus d'un an, on parlait de tout ce qui était la grande démission, etc., où les personnes justement avaient reçu beaucoup d'argent et n'hésitaient pas à sortir du marché du travail. Et je pense que quand même, c'est quelque chose qui pourrait s'inverser sur le moyen long terme. Après, ça reste mon opinion, mais je pense quand même qu'avec un marché de l'emploi qui se porte aussi bien et autant d'embauches, ça reste quand même des signes qui vont dans ce sens-là. Je vous propose maintenant de passer aux résultats d'entreprises et aussi je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est la valorisation de certaines entreprises. Donc tout d'abord, si on prend les PI, donc les prix par rapport au revenu net, donc les prices par rapport aux earnings et les résultats d'entreprise, déjà ce que je voulais vous montrer, c'est que globalement, eh bien, les PI sont assez élevés, par exemple ici sur le S&P 500. On voit que si vous prenez toutes les entreprises, on a donc un prix par rapport au revenu net qui est à plus de 22, alors que la médiane historique est en dessous de 15. Donc clairement, le marché, à mon avis, n'est pas peu cher.
Après, ce qui peut se passer aussi, c'est on sait que ces derniers mois, les résultats d'entreprise ont baissé pour beaucoup d'entreprises, les marges se sont compressées, les chiffres d'affaires ont aussi baissé, et donc forcément, à prix d'une action équivalent, si les résultats nets baissent d'un trimestre à l'autre, et bien forcément, ça fait monter le PI, puisque on fait baisser la valeur au dénominateur. Et le numérateur étant constant, forcément, le PI monte. Alors moi par contre, ce que ça m'indique quand même pour le futur, c'est que, ben, les entreprises sont en train d'agir sur ces sujets. Et là, je vais vous montrer plusieurs entreprises de la tech qui en parlent. Par exemple, Meta, ils ont clairement annoncé que 2023, ça allait être l'année de l'efficacité, l'année de la productivité, et ils vont s'efforcer à devenir une organisation qui soit plus forte, plus agile, donc plus productive. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire maintenir ou augmenter les marges. Sachant en plus que Meta, le chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, si vous comparez par rapport à il y a un an, d'après les résultats qu'ils ont eu la semaine dernière, on est à moins 4%. Donc le chiffre d'affaires baisse et donc pour remonter les résultats nets, pour maintenir le PI, eh bien, il va falloir être beaucoup plus productif, plus rentable, augmenter les marges. Et ça, hélas, ça commence d'ores et déjà avec des licenciements, mais ça va aussi passer par des meilleurs investissements, moins dépenser de l'argent sur des choses qui n'ont pas vraiment des bons retours sur investissement, et tout simplement une meilleure utilisation du capital. Et ça, c'est une très bonne chose pour un investisseur, à mon avis, que les entreprises se mettent à vouloir user leur capital plus intelligemment et à le mettre au travail et à meilleur escient que de l'investir un petit peu de façon un peu plus aléatoire entre guillemets. Et en temps de récession, généralement, les entreprises qui sont bien gérées se consolident tout simplement parce qu'elles commencent à faire vraiment attention à leurs marges. Et plus tard, quand les chiffres d'affaires vont redécoller et que les marges seront extrêmement bien et tout simplement l'entreprise sera gagnée en productivité en prenant des meilleurs employés, etc., eh bien, c'est très productif pour les entreprises sur le long terme. C'est une très bonne chose à mon avis. Vous prenez Google, c'est un petit peu le même scénario. Le chiffre d'affaires a augmenté de seulement 1% sur un an, ce qui est très faible pour cette entreprise qui a toujours eu des grosses croissances. Mais ça, on le ressent, même moi je le vois sur YouTube, la publicité est en train de dégringoler, les budgets des entreprises ont clairement baissé, et Google, pareil, ils veulent augmenter la productivité. Ils l'ont annoncé, ils vont faire des licenciements, tout simplement, ils vont aussi abandonner des projets qui n'étaient pas rentables ou qui n'étaient pas les plus intéressants. Et donc, encore une fois, c'est dans les temps de crise, à mon avis, que les entreprises qui se gèrent très bien peuvent faire des choses incroyables et vraiment renverser des business ou augmenter leurs marges. Et plus tard, quand les chiffres d'affaires vont repartir à la hausse, puisque je suis positif et je pense, en tout cas, sinon j'investirais pas dessus, que sur le long terme, ces entreprises vont avoir des chiffres d'affaires qui vont monter. Mais bon, alors si vous voulez savoir pourquoi, etc., vous avez des analyses d'actions individuelles, n'hésitez pas à aller les voir. Donc voilà, ensuite on va passer sur le dernier résultat qu'il y a eu, c'est Apple. Et Apple, ben, encore une fois, le même principe. Donc vous voyez, je voulais vraiment vous montrer ces résultats parce que toutes les entreprises sont en train d'avoir la même logique. Ils vont travailler pour optimiser leurs coûts et ils le font déjà et ça commence à porter les fruits sur les marges. Et d'ailleurs, si vous regardez, on a eu une baisse du chiffre d'affaires chez Apple de 5,5% sur un an. Donc, c'était pas arrivé depuis 2016, je crois. Donc, ils ont fait globalement moins de ventes que l'année d'avant. Et cependant, vu qu'ils sont en train de travailler pour optimiser toujours plus leur productivité, eh bien, il n'empêche que sur le long terme, l'entreprise va quand même certainement réussir à maintenir ses résultats nets et je l'espère en tout cas, hein, puisque j'investis dessus. Et sur le long terme, quand le chiffre d'affaires va réaugmenter, eh bien, l'entreprise gagnera encore plus d'argent. Et vous voyez, c'est pour ça que je suis toujours prudent avec les indicateurs comme par exemple le price to earning ratio, le PI ou le PER en français. Bah, c'est tout simplement parce que il faut regarder et le prix de l'action, mais aussi les résultats et comment les résultats vont évoluer. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a un PI très faible, mais qui va voir ses résultats dégringoler, eh bien, c'est pas forcément une bonne affaire. Et à l'inverse, d'entreprises comme ça qui peuvent avoir des PI ou des PER en français élevés, si par la suite elles augmentent énormément leurs résultats nets en augmentant leur productivité et puis leur chiffre d'affaires avec les marges, on obtient des résultats nets qui augmentent, et ben en fait ça peut faire assez rapidement des PI dans le futur, donc ce qu'on appelle en anglais des forward PI beaucoup plus bas. Et là par exemple, si vous prenez les prévisions des analystes, on est aujourd'hui, donc là pour le coup c'est pas une prévision, on est avec un PER de 22 sur la S&P 500 et si vous regardez les prévisions dans un an, on serait qu'à 17,9. Donc vous voyez que les entreprises en permanence elles améliorent leurs résultats nets et sur le long terme les PI ont tendance à baisser et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut toujours projeter nos estimations de revenus dans le futur pour savoir combien il faut payer l'action aujourd'hui. La dernière action dont je voulais vous parler, c'est Amazon qui a aussi publié ses résultats. Donc là, encore une fois, c'est toujours un peu les mêmes principes, hein. C'est vraiment pour ça que je voulais montrer que toutes les entreprises sont en train de prendre les mêmes actions à peu de choses près. Donc les pressions inflationnistes et la hausse des taux freinent la consommation. Amazon le dit et le ressente. Et aussi au niveau du cloud, qui est en fait un business entre entreprises, eh bien les clients clairement sont en train de vouloir réduire leurs dépenses parce qu'on rentre dans un ralentissement économique. Donc c'est aussi Amazon qui le dit. Donc voilà, il y a quand même des grosses entreprises qui le ressentent vraiment dans le business. On a eu cependant une augmentation du chiffre d'affaires de 9% sur un an.
et ils ont fait 18 000 licenciements et je crois qu'ils avaient fait une première vague aussi auparavant. Donc voilà, l'entreprise est clairement aussi en train d'optimiser ses coûts. Et j'imagine, et ça je le dis tout le temps, Amazon, c'est une entreprise que j'ai en portefeuille parce que le jour où ils vont vraiment se concentrer sur la profitabilité et non pas sur tout le temps réinvestir, réinvestir, avoir des capex énormes, c'est une entreprise qui pour moi pourrait avoir un pic qui dégringole d'un coup. On verra, ça c'est le futur, on verra si en tout cas l'avenir me donne raison ou tort. Ce serait intéressant d'en parler plus tard. Mais en tout cas, voilà, je tenais aussi à vous parler des résultats d'Amazon et de globalement ce qui avait été dit. Je vous propose maintenant de passer à ma conclusion et de vous dire ce que moi personnellement je fais en ce moment sur les marchés. Alors premièrement, clairement, je ne me précipite pas. C'est-à-dire que je suis pas en mode j'ai raté le fond du marché, il faut tout mettre, il faut y aller all-in. Non, non, je suis prudent, on n'est pas forcément sorti de l'auberge, il pourrait se passer plein de choses, on va en parler juste après sur les risques. Et de la même façon, bah, j'essaie de rester humble devant les marchés autant que possible et de m'en tenir à mes chiffres. Et d'ailleurs, c'est facile à dire dans une vidéo, mais la réalité c'est que moi aussi je suis impacté par mes émotions et je pense tout comme vous. Et clairement, avoir un portefeuille qui baisse et qui a baissé depuis un an avec le marché qu'on a eu, eh bien ça fait du bien quand ça remonte un peu au moral. Et de la même façon, je m'excite pas trop non plus. Je sais qu'on n'est pas forcément fini. On n'en a pas forcément fini, pardon. Et d'ailleurs, je tenais aussi à vous le dire, et ben, le fait que j'ai la chaîne YouTube, ça m'aide énormément à contrôler ces émotions. Déjà parce que j'en parle avec vous à travers les vidéos et dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire un petit peu comment vous ressentez en ce moment le marché, etc. Et aussi, pour moi, l'autre point où c'est puissant, c'est que ça me permet d'enregistrer pourquoi je prends telle ou telle décision. Et dans le futur, si je veux faire d'autres décisions, et ben, je peux retourner dans le passé pour voir ce que j'avais dit à l'époque. Donc après, voilà, pourquoi je dis qu'on n'est pas forcément sorti de l'auberge, et ben déjà, il y a des risques sur l'inflation. Il y a le scénario noir où on aurait une reprise de l'inflation après que peut-être la Banque centrale américaine, dans 6 mois ou dans un an, commencerait à arrêter, voire même à rebaisser les taux. C'est un scénario dont parle notamment Michael Burry. Donc voilà, c'est un scénario noir, j'espère qu'il n'arrivera pas, mais il faut le prendre en compte. Ensuite, on a aussi des risques clairement sur les taux, et notamment, je pense à l'immobilier. Les taux sont remontés, on pourrait avoir une baisse de l'immobilier, et on sait que ça peut être dévastateur, notamment sur la dette, les personnes qui ne peuvent plus rembourser leur crédit s'ils doivent vendre, et donc ça peut clairement avoir un effet boule de neige et créer des catastrophes. On espère qu'on n'en viendra pas là, mais clairement c'est un risque. Et enfin, le dernier événement, eh ben, ça pourrait être un événement imprévu de type Black Swan. Donc là, c'est en fait un terme en anglais qui décrit un événement que personne n'a vu venir. On peut passer à ce qui s'est passé en 2020 avec la pandémie, personne ne l'avait vu venir et ça a clairement fait dévisser les marchés. Et donc ça pourrait arriver aussi. C'est pour ça que moi, je reste toujours prudent sur les marchés. Cependant, ça ne va pas totalement changer ce que je fais, notamment sur les habitudes que j'ai, notamment de faire du DCA sur des ETF, donc de mettre le même montant chaque mois sans vraiment me poser de questions pour faire un prix de revient moyen sur le long terme lissé. C'est moi ce que j'appelle entre guillemets un investissement bon père de famille, ça je le fais tous les mois. Ensuite, je DCA aussi un petit peu sur la crypto et puis sur un compte épargne. Le compte épargne, c'est notamment par rapport à l'immobilier. J'essaie de me créer un apport un petit peu conséquent et montrer aussi pour plus tard, pour l'expliquer à la banque, que je suis capable d'économiser chaque mois. C'est rassurant pour les banques. Donc ça, c'est des stratégies par rapport à l'immobilier. Et au niveau des actions individuelles, en fait, je suis patient parce que j'ai beaucoup acheté la baisse. D'ailleurs, si vous regardez plusieurs actions, par exemple, si on va voir Meta, vous voyez, j'ai pratiquement acheté les points bas. Sur Google aussi, je pense que sur Microsoft, vous voyez, j'étais pas très loin du bas, etc. Donc, clairement, c'est une bonne chose que j'ai acheté, mais après, voilà, ça a clairement été aussi de la chance, c'est-à-dire qu'au final, vu que j'ai acheté beaucoup, et bien, il y a un moment, forcément, j'allais acheter le point bas, mais je suis quand même content de l'avoir fait. Mais ça me fait aussi dire que bah maintenant, par rapport à en septembre, octobre, novembre, où j'achetais vraiment beaucoup d'actions chaque mois, 10, 15 actions, il y a eu des mois où j'ai acheté vraiment plus de 10 actions. Là, je suis quand même en ce moment un peu plus sélectif. Et notamment sur les derniers mois, je l'ai été. C'est-à-dire que quand j'ai vu des opportunités sur Google, sur Tesla, sur Meta, qui pour moi étaient vraiment à des prix intéressants, bah, j'ai pas hésité à réduire le nombre d'actions que j'achetais pour vraiment venir mettre de l'argent sur des grosses convictions quand elles étaient très basses à mon avis. Et c'est un petit peu ce que je fais en ce moment. D'ailleurs, si vous regardez mes vidéos des actions que j'achète chaque mois, vous avez remarqué que les listes se sont vraiment diminuées et j'ai tendance à être plus concentré sur certaines actions qui vraiment ne sont pas toujours à des prix intéressants. Pareil, Microsoft, ça fait longtemps que j'attends. Si Microsoft dévisse, je vais investir beaucoup dessus parce que ça fait très longtemps que j'attends. Je veux la payer à un certain prix et clairement, bah, si ça arrive, je n'hésiterai pas à le faire. Donc voilà, je suis assez sélectif et vraiment, je suis en mode un petit peu viser certaines entreprises en ce moment. L'avant-dernier point, en ce moment, je surveille les actions qui pourraient être vraiment surévaluées parce que vous avez vu, on a une grosse volatilité, on a des actions qui ont réexplosé. Et si je vois une action qui venait à avoir un prix totalement déraisonnable, et ben pourquoi pas prendre une plus-value. Alors même si la majorité de mes actions sont sur le long terme, et je crois que l'année dernière j'ai vendu 2 actions, je vends vraiment rarement en fait des actions, mais quand je me mets à les vendre, ça peut être pour
des raisons. Par exemple, si je fais un retour sur investissement en 6 mois que j'avais prévu de faire sur 5 ans, bah, il y a un moment, il y a pas de petite plus-value, il faut être raisonnable. Donc si je le fais, je vous tiendrai au courant évidemment comme je le fais à chaque fois, mais c'est tout à fait possible. Et enfin, le dernier point dont je veux parler, c'est que je conserve du cash et clairement, j'essaie de me maintenir largement au-delà de 20 de cash par rapport à mon patrimoine. Donc ça fait des belles sommes. Premièrement, je le fais par rapport à l'immobilier s'il me faut un apport et aussi parce que si le marché vient à rebaisser fortement et que je vois des opportunités incroyables, comme je vous le disais, sur des boîtes que je rêve d'acheter plus, comme par exemple Microsoft, eh bien, il faut que je sois prêt, il faut que j'ai du cash à déployer, donc je me prépare aussi à ça. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous trouverez également des liens utiles dans la description pour approfondir vos connaissances en matière de bourse et de développement personnel et de développement surtout de vos finances personnelles. Et bah, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça soutient la chaîne clairement. Et aussi, bah, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram le contenu que je fais, à m'envoyer des DM, etc. J'essaie vraiment d'être présent et d'échanger avec vous parce que je pense que c'est comme ça qu'on va tous avancer ensemble. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit très bientôt pour un prochain épisode.